Allez, on est parti pour le dernier point actu hardware de cette semaine. Aujourd'hui, vendredi 30 avril 2021. Au programme, Sony qui nous fait un petit bilan avec des chiffres sur la PS5. Chiffres plutôt impressionnants. Un nombre de consoles facile à calculer parce que tout ce qui a été produit a été vendu. Donc, qu'au final, on sait qu'une fois que c'est produit, c'est vendu. Chiffre plutôt impressionnant pour ce lancement de nouvelles consoles chez Sony. On continuera avec une plateforme française qui s'appelle J'alerte l'ARCEP pour vous plaindre de votre réseau internet, qu'il soit mobile ou fixe, qui nous donne un bilan de l'année 2020 en termes de plaintes. Et c'est plutôt intéressant. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, visiblement, suivant votre fournisseur d'accès à Internet. Et un bilan plutôt, pour le coup, appréciable pour savoir ceux qui ont le plus de problèmes. On continuera avec Microsoft qui a décidé de frapper fort dans le monde des plateformes de vente de jeux sur PC. Ils ont décidé de baisser le pourcentage qu'ils prennent sur la vente des jeux sur leur plateforme, le Windows Store, je crois. Tout ça pour rejoindre Epic, ça fait écho à une guéguerre passée entre Apple et Epic. Ça va peut-être voilà, hein, ça va peut-être se mettre à refaire un peu parler de cette histoire et peut-être changer des choses, on va voir. Mais en tout cas, c'est une grosse volonté d'un géant ici. Un géant qui aussi peut se le permettre, on en parlera. On verra ensuite un petit boîtier. Honnêtement, on n'a pas beaucoup d'infos dessus, mais au niveau design, il est top tier. Vraiment pour moi, dans mon cœur, il est top tier. Donc, je me devais vous le présenter, même si on sait pas grand chose de plus que son visuel. Et on finira comme d'habitude, des cartes graphiques, toujours aussi chères, toujours aussi peu disponibles. On parlera un petit peu du hash rate limiteur de Nvidia pour brider ces cartes graphiques dédiées au gaming pour miner de la crypto-monnaie. Et on finira avec une petite news écran qui fait rêver. Des écrans toujours aussi impressionnants. On va parler ici d'écran 4K 144 Hz. Vraiment du top, hein, du top en termes de caractéristiques d'écran aujourd'hui. Avoir de la 4K et 120 ou 144 Hz, on est sur vraiment du très haut de gamme. On peut commencer tout de suite avec Sony. Sony qui se régale. Et là, clairement, on peut le dire, hein, ils sont en full régalade sur leur vente de PS5, malgré voilà, beaucoup de gens qui sont impatients d'avoir leur console et toujours autant de problèmes pour se procurer une PlayStation 5, même s'il y a des lâchers réguliers de stock. Voilà, ça dure jamais longtemps et il y a toujours beaucoup de gens qui aimeraient l'acheter et qui ne peuvent pas mettre la main dessus. Ce qui est forcément un peu dommage. Mais en termes de chiffres de vente, on est sur quelque chose de plutôt solide. Pas moins de 7,8 millions de PS5 depuis son lancement. On sait qu'en 2020, on a eu 4,5 millions de consoles. Donc voilà, pourtant on était déjà dans les vrais problèmes. De toute façon, on a toujours été dans les vrais problèmes de disponibilité. Sur le premier trimestre 2021, on est sur les 3 premiers mois, oui, donc le premier trimestre, on est à 3,3 millions. Donc, ça charbonne dur. Ça charbonne dur et ça produit dur, tout de même. Et bah voilà, hein, c'est déjà mieux que la PS4 lors de son lancement dans la même période. On remet en contexte, mieux que la PS4 lors de son lancement. Je pense pas qu'ils aient dépassé
la PS4. Je sais pas combien ils ont vendu de PS4 en tout d'ailleurs. Ce serait un bon chiffre à avoir. Mais voilà, meilleure année dans sa division Game and Network pour Sony grâce à cette nouvelle PlayStation. Cette PlayStation qui, qui plaît à beaucoup de monde, hein. En vrai, en France, c'est la console next-gen préférée des Français. Alors, je n'intègre pas là-dedans la Switch, qui est une console à part. On compare PlayStation et la Xbox, bien sûr. En France, la PlayStation marche mieux que la Xbox et visiblement dans le monde, la PlayStation a très bien marché. Encore une fois, c'est simple. Tout ce que Sony produit en termes de console, c'est instantanément vendu derrière. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de stock nulle part. Et en tout cas pas dans les moyens de vente traditionnels. Après, sur les marchés secondaires, j'en sais rien. Et ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, une console qui a clairement trouvé son public et qui a toujours et encore un public qui attend de mettre la main dessus parce que c'est toujours compliqué pour vraiment une console qui promet beaucoup, surtout à l'avenir. On est encore sur un début de vie. C'est peu de titres qui sont vraiment développés pour cette console et qui va chercher le plein potentiel du matériel. Il va falloir un peu de temps, hein, de toute façon, et pas sûr que les premiers titres aillent directement chercher le plein potentiel du matériel, mais il va falloir se l'approprier et ça promet dans le futur tout de même des expériences de jeu très qualitatives, très belles, fluides, sur console, dans votre salon, sur une grande télé, dans votre canapé, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec du jeu PC qui a en général plus lieu sur un bureau, voilà, dans une autre atmosphère. Mais clairement, Sony qui ne déroge pas vraiment à la règle des entreprises du numérique qui font des années records en ces temps de pandémie mondiale et de confinement plus ou moins globalisé. On continue avec quelque chose qui, pour le coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors visiblement, ça existe depuis longtemps. J'avoue que je ne connaissais pas. Alors du coup, voilà, je m'excuse, hein, je ne connaissais pas. Ça s'appelle J'alerte l'ARCEP. C'est une plateforme en ligne pour aller, voilà, vous plaindre ou mentionner vos problèmes pour qu'ensuite ça soit recensé et que des statistiques soient faites autour de ça. Ce qui est plutôt intéressant pour avoir une vision un peu plus globale de notre réseau, suivant plein de points, que ce soit le fournisseur d'accès à Internet, mais aussi réseau mobile, réseau fixe et d'autres trucs. Vraiment, pour le coup, ça recueille des informations utiles. Il faut savoir que ici on revient sur 2020, forcément une année qui est terminée, une année échue. On, on nous informe dans ce titre que visiblement Free est le premier déclencheur d'alerte. Donc voilà, ça a l'air d'être le fournisseur d'accès le plus mentionné dans les alertes plaintes des gens qui ont posté sur cette plateforme. Il faut tout de même remettre dans son contexte cette plateforme. Tout le monde, vous voyez, moi je ne connaissais pas et j'avoue que j'ai jamais rien posté dessus et j'imagine qu'une grande partie des gens ne la connaissent pas non plus. Donc ce n'est pas non plus 100% représentatif, ça donne juste une image. On nous informe que déjà de plus en plus de personnes connaissent ou du moins signalent des problèmes sur cette plateforme, parce qu'on a eu une augmentation de 37% entre 2019 et 2020. 37%, c'est quand même plutôt important. Il faut savoir aussi que en 2020, les gens ont été plus chez eux et avaient du coup peut-être un peu plus d'attrait et d'intérêt pour leur connexion internet qui voilà, souvent est devenue la dernière mesure contre l'ennui lors des confinements trop longs. Du coup, voilà, quand on sait pas quoi faire, on se plaint et ça marche bien. Du coup, un nombre de 37% d'augmentation
de plaintes. Et on nous dit qu'il y a eu 33 000 signalements en 2020. C'est pas non plus énorme, 33 000 signalements, je trouve. Mais ok. Bon, venons-en aux données. Ici, on a un petit graphique, très joli graphique en bâton, avec, voilà comment il faut le lire, ici les années 2018, 2019 et 2020. Pour chaque fournisseur d'accès, enfin peut-être pas chaque, j'avoue, il y en a peut-être d'autres, mais les 4 plus grands en tout cas, et qui nous indique voilà, qui a reçu quoi pour 100 000 clients. Pas très clair, mais en gros, on veut nous montrer qui est le plus fiable là-dedans, en fonction de l'année, par rapport au retour que les gens ont fait sur leur plateforme. Il faut le comprendre comme ça. Et on voit que ici, Free à 29 en 2020, donc est le plus haut. Plus on est haut, moins c'est bien. Et du coup, c'est Bouygues Télécom qui est visiblement le mieux. Donc avec seulement 19, j'allais dire Orange, mais non, ce n'est pas Orange. Orange est deuxième et SFR troisième. Donc Free, grand perdant de cette démonstration. À noter que ça dépend des années, hein, tout de même. On a des années plus ou moins bonnes pour chaque fournisseur. Mais pour l'année 2020, c'est Free le grand perdant. Ensuite, on a des informations un peu plus dans le détail. Alors, est-ce que je peux l'avoir en plus grand? Oui, pas mal. Donc, d'abord, les thèmes majeurs des plaintes. On a 40% des plaintes sur l'année 2020 qui concernaient la qualité du service ou du SAV. 40%, c'est juste énorme. Franchement, pour se plaindre de la qualité du service ou de la qualité du SAV, si vous avez le malheur de traîner un peu sur les réseaux sociaux, vous savez que nombreux sont les gens à se plaindre plus du SAV que du service d'ailleurs sur les réseaux sociaux, hein, mais vraiment les gens qui se plaignent des SAV des différents fournisseurs d'accès à Internet, c'est vraiment monnaie courante, notamment sur Twitter, et voilà, ça a l'air de toucher vraiment tout le monde, et c'est triste quand même d'avoir ce chiffre qui est massif tout de même pour notre réseau français. Ensuite, on a d'autres trucs un peu moins, un peu plus normal, 23% sur l'évolution du réseau. Je vous avoue que j'aurais pensé qu'on aurait pu avoir plus que 23% à l'heure où aujourd'hui on essaie quand même d'avoir une vraie transition du cuivre vers la fibre optique. Je me suis dit que peut-être, mais au final pas tant que ça. Après on a tout de même 11% c'est autres, hein. 10% contrat pratique commercial et prix, un peu plus classique. 9% postal, 4% changement d'opérateur, 1% matériel, seulement 1% pour le matériel. Pourtant, vous devez savoir que le matériel, en général, notamment les box, d'ailleurs plus les box que les décodeurs, mais notamment les box, c'est quand même vachement pourri pour garder un langage correct. C'est vraiment... on n'est pas sur du bon matériel. On a encore ça à faire. On n'est clairement pas sur du bon matériel. Et 1% neutralité de l'internet. Ça me fait un peu rire, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a le détail réseau fixe et réseau mobile. Réseau fixe, 49% qualité du service et qualité du SAV. 49%, quasiment la moitié. Donc voilà, bon. Et encore une fois, seulement 27% évolution des réseaux, alors que j'aurais bien vu plus. À noter que sur le réseau mobile, la qualité du service et du SAV a l'air meilleure. On passe quand même à 31%. Tout de même. Heureusement qu'elle est meilleure, parce que sinon on serait sur le récapitulatif ici à
plus proche de 50% sur la qualité du service. Mais il semblerait que voilà, le réseau mobile soit plus qualitatif que le réseau fixe en France, d'une manière générale. C'est plutôt intéressant. Et le dernier point, et ça je vous avoue que j'ai moins compris, à part que le taux de satisfaction baissait sur l'année 2020 par rapport à 2019, ça j'ai compris. On nous dit ensuite que l'ARCEP se félicite d'avoir cette année mis particulièrement en exergue les problèmes signalés par les publics prioritaires que sont le personnel soignant, les entreprises d'importance vitale, les collectivités locales, etc. Donc j'avoue que j'ai moins compris cette fin, mais voilà, c'est bien d'aider. Effectivement, hein, il y a des priorités, il y a des trucs qui sont plus importants que d'autres, on va pas se mentir. Il vaut mieux effectivement que, je sais pas, les réseaux des hôpitaux, même si normalement ils dépendent moins d'internet, ils dépendent pas tant que ça d'internet, mais les réseaux des hôpitaux soient en marche plutôt que le mien. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. En théorie, il y a des trucs qui sont prioritaires, ça on est bien d'accord, sachant que les particuliers ne sont pas prioritaires. Ce qui n'empêche pas, attention, attention, ce qui n'empêche pas que les fournisseurs d'accès à Internet se doivent, d'après les contrats qui sont passés avec chaque client, de fournir un service 24 heures sur 24 de qualité, de fournir aussi un SAV qualitatif et compréhensif. Tout ça, hein, clairement, je ne les défends pas, clairement pas. Et ils ont effectivement des progrès à faire, notamment sur la qualité du réseau et du SAV sur les réseaux fixes. On sera tous d'accord là-dessus. On continue avec Microsoft. Microsoft qui a décidé de... Là, on est presque à taper un coup de poing sur la table. La table qui est du coup la planète, ou au moins le marché de la plateforme de vente de jeux. Et ils ont décidé de baisser leur commission, qui sera plus que de 12%. Avant, ils étaient quasiment comme tout le monde à 30%. Hein. Là-dessus, franchement, c'est pas... Alors, ça peut paraître énorme, c'est effectivement plutôt conséquent, mais c'est aussi une quasi-norme sur la majeure partie des plateformes, que ce soit Steam, que ce soit les plateformes Apple, pour tout un tas de choses. Enfin, beaucoup de plateformes qui mettent à disposition des contenus comme ça prennent 30%, c'est un peu une norme. Il y a eu une guéguerre entre Epic, l'Epic Game Store et Apple par rapport à ça. Du coup, par la suite, l'Epic Game Store était descendu à 12% pour dire, vous voyez, nous on fait différemment. Bien sûr, Apple avait dit, bah tant mieux, faites différemment, mais on s'en fiche, on a toujours des moyens de pression sur vous, donc faites pas les malins. Ici, c'est au tour de Microsoft, qui est tout de même voilà, un géant dans le monde, sur de différents secteurs, et vraiment tout le monde connaît Microsoft, notamment avec Windows, notamment, qui a décidé de clairement se rentrer dans le jeu de créer un peu de concurrence, de passer à 12% sur sa plateforme AE, le Windows Store. À noter tout de même que eux peuvent se le permettre. En faisant ça, ils veulent aller titiller un peu, notamment Steam, qui eux prennent 30%. Et un peu moins s'ils font beaucoup de ventes. Alors ils expliquent là 30% aux développeurs, réduite à 25% lorsque les ventes atteignent les 10 millions de dollars et à 20% une fois les 50 millions de dollars atteints. Donc plus vous en vendez, moins ils vous prennent en pourcentage. Ce qui paraît, ça paraît plutôt pas mal comme idée, même si on commence tout de même à 30%. Donc voilà, uniquement sur le Windows Store. On nous précise au passage que sur les Xbox, pas de changement, on reste sur du 30%. Donc par exemple sur le store de la Xbox, quand vous achetez un jeu dématérialisé. Et
On ne sait pas trop exactement où ils veulent en venir. Peut-être être juste plus attractif que notamment Steam sur le marché du PC. Peut-être. Essayer de relancer un peu les débats qu'il y a eu au moment de la guéguerre entre l'Epic Game Store et Apple. Peut-être aussi. Encore une fois, Microsoft peut se le permettre parce que voilà, c'est pas forcément le Windows Store qui est leur atout majeur. Là où, par exemple, Steam peut beaucoup moins se permettre de perdre de l'argent sur sa plateforme Steam parce que, enfin, du coup, c'est Valve parce que, bah, eux, ça représente quand même beaucoup plus un- une, une part beaucoup plus importante de leur entreprise. Donc, je sais pas trop où ils veulent aller. C'est intéressant. Encore une fois, peut-être juste essayer d'être plus compétitif vu qu'ils peuvent se le permettre pour le PC. Et pourquoi pas, du coup, avoir des jeux des jeux PC, je veux dire des jeux en version dématérialisée, quel âge j'ai, à l'aide sur PC, des jeux PC à des tarifs plus attractifs que n'importe quelle autre plateforme. Encore une fois, la force d'être un géant. euh, et ils ont aussi la chance d'être présents sur tous les Windows. Donc ça, c'est aussi une force. On verra, hein, peut-être qu'un jour, Windows Store deviendra number one devant Steam. On n'en est pas là encore, mais c'est plutôt intéressant. On continue avec un boîtier qui est juste incroyable. Honnêtement, on ne sait pas trop ce qu'on peut mettre dedans et on s'en fiche un peu. Alors, c'est Micronix qui le fabrique. Il s'appelle EL1 Lapang. Et en vrai, il est juste trop stylé. En vrai, je le trouve trop mignon. Il est très sobre. Il a l'air quasiment d'un bloc. On peut mettre un lecteur CD. Vous voyez ici, il a une baie 5,25 pouces pour un lecteur CD. Incroyable. On ne sait pas si ces petites antennes ou oreilles ou ce que vous voulez servent à quelque chose autre que le design. On ne sait pas trop ce qu'on peut mettre dedans. Il a l'air plutôt compact. Mais en vrai, je le trouve, je sais pas. Je trouve que son design comme ça, et bah, ça le rend un peu attachant. On dirait un petit peu un petit robot. J'ai envie de lui dessiner une tête ici et de lui dire bonjour tous les matins. Euh, en vrai, je sais pas, mais je trouve qu'il est le design marche vraiment bien. Il a l'air, euh, il a l'air sobre, mais en même temps bien fini. À voir après les matériaux tout de même, parce que si on est tout en plastique un peu cheap, c'est dommage. Mais voilà, je sais pas pourquoi je l'aime bien. Honnêtement, là, c'est mon cœur qui parle. Je le trouve attachant. Et effectivement, eux, ils le trouvent choupinou. Je comprends. Je sais pas, il a une petite tête, une petite bouille. Je... Voilà. Si vous voulez avoir un boîtier PC attachant, et bah le EL1 Lapang est peut-être fait pour vous. On a vraiment très peu d'informations pour l'instant. C'est dommage. J'aurais bien aimé savoir déjà s'il va débarquer chez nous et combien ça coûte. Et après, dans un second temps, ce qu'on peut mettre dedans. En vrai, il me fait envie. Peut-être un futur achat compulsif. Peut-être. On continue avec les cartes graphiques. Les cartes graphiques, toujours quelque chose de délicat en ce moment, hein, on va pas se mentir. On a rarement des bonnes nouvelles. On avait eu hier d'ailleurs. Hier, une 1050 Ti à 290 €, ça fait mal. Euh, je, hein je comprends pas ta phrase gratiphone. Désolé. Euh, Aujourd'hui, on a une 6900 XT. Ça va et toi? Moi, ça va, tranquille. Juste un peu perturbé par cette phrase.
Du coup, cette 6900 XT aujourd'hui n'est pas au-dessus des 2000 euros et c'est son seul atout. Elle est à seulement 1800 euros, ce qui est dans les moins chers qu'on ait vu ces derniers temps. C'est triste de dire ça, mais c'est une réalité. Bien sûr, bien au-dessus de ce qu'on voudrait la payer. Mais il n'y a que ça. Et c'est déjà mieux que celle qui coûte plus de 2000 euros. On peut se dire ça. Les performances seront au rendez-vous, aucun problème. Juste pas de ray tracing encore, hein. N'oubliez pas. Et pareil pour l'équivalent DLSS, pas trop. Mais tout de même très performant. Si vous avez moins d'argent, on a cette 3060 toute petite. Regardez, elle est toute petite, elle a un seul ventilateur et elle coûte 600 euros. Encore une fois, loin des prix annoncés par Nvidia. On était à une annonce de 419 euros les premiers prix des 3060. Encore une fois, ils avaient annoncé pas de Founders Edition, donc on savait bien qu'il n'y aurait pas de carte à 419 euros. Mais 600 pour cette mini carte, ça fait très mal. Sur les GTX 1060, pas de ray tracing. Sur les 2060, ray tracing. Pour avoir du ray tracing, il faut une RTX. Et donc seulement les séries 20 et les séries 30 à l'heure actuelle. On finit avec un petit tour d'horizon de ce qu'on a, à l'heure actuelle dans les rayons de top achat. On a toujours la 1050 Ti qui fait très mal à 290 euros. Honnêtement, je ne peux pas vous la conseiller, clairement. Déjà c'est pas très puissant une 1050 Ti, et maintenant c'est un peu vieux, et là à 290, non. On a des 6900 XT à 2200, 3090 à 3000 tout de même, 3090 un peu moins cher à 2830. Voilà, encore une 6900 XT à largement plus de 2000, on est ici à 2700 watts. Ok. Une 6900 XT de chez PowerColor qui, elle, reste en rayon depuis pas mal de temps. 2550. Celle-là est déjà plus intéressante que celle-là, enfin en théorie, parce que celle-ci est refroidie par liquide. Donc, petit truc en plus pour moins cher. Ça régale. Merci à toi pour ton follow, Graticphone. C'est sympa. Il peut pas y avoir de ray tracing sur une 1060. Ce n'est pas possible. En tout cas, pas de ray tracing Nvidia. Pas possible. Il faut une RTX pour le ray tracing. Info sûre. On finit avec les cartes graphiques et Nvidia qui a encore annoncé remettre des moyens pour éviter que ces cartes partent pour miner de la crypto-monnaie. Pour ce faire, ils ont remis un nouveau driver, enfin un nouveau pilote pour les 3060, pour remettre en place un genre de bridage qui va sûrement être contourné très très rapidement par la plupart des mineurs de crypto-monnaie, et aussi pour préparer l'arrivée des 3080 Ti et plus tard 3070 Ti, qui sont censés aussi, elles, être bridées pour ne pas être utilisées pour miner de la crypto-monnaie. Encore une fois, peu de chance que ça tienne indéfiniment, mais ils essayent, ça c'est sûr, et ils réessayent même, après avoir échoué. Ils refont vraiment pas toute une refonte, mais ils refont des nouvelles versions des cartes déjà sorties pour remettre en place un autre genre de bridage. On ne sait pas vraiment, et vaut mieux qu'on ne sache pas si on veut pas que ça soit contourné Day One de la Day One, quoi, ça serait triste. Mais ils ont vraiment la volonté que leurs cartes dédiées au gaming ne partent pas pour miner de la crypto-monnaie. Ça peut très bien se comprendre. Déjà, tout le monde se plaint des pauvres disponibilités en termes de cartes pour le gaming. Ensuite, ils ont lancé leur propre gamme de cartes dédiées au mining de crypto-monnaie. Donc, c'est normal qu'ils essayent. Encore une fois, pas sûr que
pas sûr que ça tienne vraiment, hein. On a tendance à penser que ce sera qu'une question de temps avant que le bridage saute. Mais c'est bien d'essayer, c'est déjà ça. Et dernier truc à noter, la 3090, si vous êtes un mineur de crypto-monnaie, la 3090 ne sera jamais bridée. Donc voilà, il faut acheter une carte très très chère. Et vous aurez le droit de miner de la crypto-monnaie à volonté avec. Mais pas sûr que ça soit, le meilleur, la meilleure idée. Peut-être plus vous tourner vers les cartes dédiées au mining et optimisées pour. Peut-être ici la meilleure des idées, honnêtement. On finit avec de l'écran qui fera rêver plus d'un. On n'est pas sur un très grand écran. On est sur du 27 pouces. On avait déjà un peu parlé, on avait eu des teasings. C'est la marque Eve qui nous... Ou Eve, je sais pas. Eve. Voilà, on va dire Eve. 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 On va l'appeler Eve. On nous parle ici d'un écran 27 pouces 4K 144 Hz. Donc clairement, un peu le top. Hein. Un peu le top de ce que... Clairement, à part aller chercher quelque chose de plus grand, pas trop ce que vous voulez aller chercher de plus. On pourrait penser du 4K 240 Hz, mais encore faut-il avoir le matériel pour avoir au moins 240 images produites en 4K, ça commence à être chaud. On nous parle bien sûr de tout ce qu'il faut pour se régaler. Et on nous explique que ça prend du retard à cause de l'HDMI 2.1 qui a du mal à être intégré à cet écran qui voilà, sera 4K, d'IPS pour du gaming, AMD FreeSync Premium Pro, c'est trop long, HDMI 2.1 pour avoir des expériences optimisées avec les consoles nouvelle génération. Mais ça devrait bientôt arriver. On nous tease un petit peu. Et on nous informe aussi qu'une version QHD devrait sortir. Ce qui est plutôt sympa. Et aussi d'autres versions avec des taux de rafraîchissement. Waouh, tout ça, j'avais pas vu tout ça, pardon. Du coup, version QHD 240 Hz à 609 €. Version QHD 144 Hz à 459 €. Et la version UHD 709 €. Voilà. UHD 144 Hz, on rappelle. Donc de 459 à 709, suivant si vous voulez une résolution plus ou moins importante, QHD, UHD, donc 2K, 4K, voilà, et 144 Hz ou 240 sur du QHD. On va pas aller chercher les 240 sur la 4K parce que trop compliqué à fournir, trop de cas où on les atteindra pas. Voilà qui conclut notre point actu hardware, notre dernier de la semaine. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment et que vous avez passé une bonne semaine d'information. On reviendra lundi avec la suite. Une semaine qui a quand même été plutôt chargée avec notamment la conférence Samsung qui était plutôt intéressante. Samsung qui se lance dans le marché, qui se relance dans le marché du PC portable avec des ultrabooks prometteurs. Ça a été une des grosses actus de la semaine. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et comme souvent, je vous invite à faire des retours. Ça m'aide à progresser et on se retrouve lundi pour la suite. Merci d'avoir regardé et à lundi.